Récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, c'est un peu invraisemblable. Tu sais, des fois, on demande aux prévisionnistes économiques ou autres là, d'essayer de deviner ce qui va arriver. Moi, je veux rencontrer celui qui a dit, mettons, l'année passée, la grosse affaire qui s'en vient, là, c'est quasiment une guerre autour du Groenland. C'est complètement fou ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Oui, puis aujourd'hui s'annonce une journée extrêmement chargée aussi. Alors, je vous résume un peu. Parce qu'il y a 3-4 nouvelles dans une. Oui, exactement. Regardons d'abord ce qui risque de nous toucher, nous, là, au Canada. Le Globe and Mail avance ce matin que le gouvernement canadien songerait finalement à envoyer des soldats au Groenland. Initialement, c'était pas dans les cartons du avait tout. dit non là, il y a quelques jours. Là, ouais. Pour participer à des exercices militaires avec d'autres alliés de l'OTAN. Alors, on attendrait du côté des forces armées canadiennes simplement le go, là, l'approbation du premier ministre Carney pour déployer un petit contingent de militaires au Groenland. Déjà, il y a des soldats de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède, de la Finlande aussi qui sont déjà sur place. Ça fait pas l'affaire du président américain qui a annoncé au cours de la fin de semaine, d'ailleurs, des tarifs de 10%. À compter donc de février, du 1er février. Tant et aussi longtemps que le Groenland ne serait pas intégralement vendu aux États-Unis. Et les pays qui sont visés par ces tarifs-là, tiens, ce sont des pays qui envoyaient des soldats, là, d'ailleurs, en sol c'est groenlandais. La première fois, écoute, on peut dire que c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a mis des tarifs comme menace. Mais c'est la première fois qu'il le fait d'une façon aussi outrageuse. C'est-à-dire où il fait pas semblant que c'est une politique commerciale. Il dit, je mets des tarifs pour vous écœurer parce que vous me donnez pas ce que je veux. Et tout ça en se posant la question que la Cour suprême doit trancher d'ici quelques semaines. A-t-il les pouvoirs de faire ça? En théorie, ça devrait passer par le Congrès. Est-ce que le président a les pouvoirs de décréter seul des tarifs comme ça, comme un dictateur, à tort et à travers? Oui, et là, dans ce cas-ci, c'est 10%, mais ça pourrait monter à 25% le 1er juin prochain, Mario. Quand même pas rien. Bon, on apprend aussi par le réseau NBC aux États-Unis ce que Trump pense du Canada en ces matières. Oui, et le président américain multiplie en coulisses les critiques contre Ottawa, qu'on accuse d'être trop faible face à la Russie, face à la Chine dans l'Arctique. Il y a plusieurs sources à Washington, c'est ce que rapporte NBC News, qui décrivent un président de plus en plus préoccupé par ce qu'il considère comme l'incapacité du Canada à protéger ses frontières nord. Trump pousserait même ses conseillers à accélérer une stratégie arctique, envisager même un accord dès cette année pour renforcer la sécurité de la région, entre autres via des patrouilles conjointes, des systèmes d'alerte. Il est vraiment inquiet, semble-t-il, de voir les États-Unis continuer à dériver dans l'hémisphère occidental et il veut vraiment mettre son attention là-dessus. Alors, après le Groenland, est-ce que c'est le Canada le prochain dans la mire du président américain? Et si aucune option d'envoi de troupes américaines au sol n'est discutée, l'administration souhaiterait quand même accroître la coopération militaire bilatérale pour solidifier un peu cet hémisphère-là. C'est ce que nous révèle NBC News au cours des dernières heures. Et en Europe, bien évidemment, c'est la commotion après ces menaces de tarifs. Oui, et le chef de l'OTAN dit avoir parlé d'ailleurs avec Donald Trump de la situation sécuritaire au Groenland, a dit avoir convenu de poursuivre les efforts, de se rencontrer à Davos d'ailleurs dans les prochains jours. Les pays européens qui en fin de semaine ont promis de rester unis face aux menaces d'imposition de tarifs par le président américain, mais ça a été vraiment décrié par plusieurs. Et ça a un impact. Les bourses, aujourd'hui, c'est la journée Martin Luther King. C'est une journée fériée fédérale aux États-Unis. Sauf peut-être que mieux de même. Oui, parce que les bourses seraient parties en baisse. Là, oui, juste pour vous donner une idée, là, le Dow Jones aurait reculé en ouverture de près de 1%, plus de 1% de recul aussi pour le S&P 500 et le Nasdaq, là, c'est presque 1,6% dans le rouge. Remarque que si ça se morpionne aujourd'hui, c'est remis à demain matin. Oui, voilà. Mais il peut se passer bien des choses en 24 heures aussi. Juste pour vous donner une idée, les places boursières européennes, là, ça, c'est ouvert et dans les premiers échanges, ça recule d'1 à 2% aujourd'hui. Alors, encore une fois, ça va profiter aux valeurs refuges. Pensons à l'or. L'or atteint 4 689 $ l'once. L'argent monte en flèche, 94 $ l'once également. Des perturbations vraiment à venir là, dans les marchés boursiers aujourd'hui.
Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui. M. Carney, d'ailleurs, après le Qatar, c'est là qu'il se rend. Et c'est certain que ça va parler Groenland. Oui, ben là, ce sera sur toutes les lèvres. D'ailleurs, Donald Trump qui est attendu sur place aussi cette année. Ce sera une première en 6 ans. L'année passée, il avait fait une apparition virtuelle, là, 2 jours après son investiture. Il avait d'ailleurs, souvenez-vous, créé un malaise en évoquant déjà des ambitions territoriales pour le Canada et pour le Groenland. Mercredi, c'est la journée où le président américain doit prononcer un discours à saveur économique, orienté beaucoup vers les élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour ce qui est de Mark Carney, oui, il a quitté le Qatar au cours de la nuit. Qatar, où il a d'ailleurs conclu certains accords avec le Qatar, doit se rendre à Zurich maintenant pour le Forum économique de Davos. Dans le cas de Mark Carney, il doit livrer un discours demain. Et il intensifie ses démarches diplomatiques à l'international pour stimuler les investissements au Canada. Pour ce qui est du Qatar, je vous rappelle que l'entente touche plusieurs secteurs importants. On parle du commerce, des investissements, le transport, la sécurité. Le Qatar qui prévoit investir dans des projets stratégiques au Canada, entre autres pour l'énergie propre, la santé, l'intelligence artificielle, mais la défense aussi. Tu sais, tu penses à un forum comme ça, tu dis essentiellement, là, 80% des discussions dans les corridors, je parle même pas des discussions officielles au micro, mais des discussions de corridors vont porter sur un individu. Là. Oui. Toujours le même. Le Donald. Tout le temps. Il va-tu faire ça, il fera-tu pas ça, il va-tu se rendre là, c'était un malade, c'était ainsi, c'était ainsi. Non, mais pour vrai, là, c'est clair. C'est clair, oui. c'est juste ça. Bon, revenons chez nous. Donc, Geneviève Guilbeault, qu'à un moment, on voyait comme une successeur à François Legault. Mais c'est dans une toute autre direction que c'est parti hier matin. Oui, elle a convoqué la presse hier pour 11 heures pour faire donc une annonce sur son avenir politique. Geneviève Guilbeault, donc, qui va se retirer de la vie politique au terme du mandat actuel, ne sollicitera pas un autre mandat. Elle qui a été élue pour la toute première fois dans une élection partielle en 2017 et elle a évoqué vraiment des raisons familiales. La mise en scène était quand même bien réussie. On la voyait avec ses 2 enfants, Capucine, 8 ans, Christophe, 6 ans. Et ce qu'elle disait, c'est, écoutez, je suis arrivé en politique, j'étais enceinte. Mes enfants ne m'ont connu que dédié à la politique. Et là, elle ne veut pas avoir de regrets, ne veut pas passer à côté de l'enfance, finalement, de ses enfants. Ne ferme pas la porte pour éventuellement faire un retour en politique. Mais là, à court terme, elle va se concentrer vraiment sur sa famille, sur ses enfants, sur ses parents également. Geneviève Guilbeault qui a occupé quand même plusieurs fonctions importantes au fil de sa carrière politique, que ce soit comme ministre des Transports, ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, des dossiers qui l'ont suivi. Aussi, pensons, au troisième lien, l'enterrement et la résurrection du troisième lien. Ça, elle l'a pas mis dans son bilan. Non. Ça clique, ça. Je la comprends. Je sais qu'on a beaucoup fait état de la lettre qu'elle a envoyée au cabinet du premier ministre, puis c'est vrai que c'est un ton. C'est rare là, qu'un ministre va écrire au bureau du premier ministre en les bardassant de même sur ce ton-là. Mais sur le fond, elle a quand même raison. Là. Dans le sens qu'elle n'a pas fait ça, sa clique. Elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas démarré ça. Elle a été nommée ministre. Puis tu sais, va être vulgaire, mais c'est comme un tas de M là, qui est tombé sur son bureau. Bon, l'a-t-elle mal géré? A-t-elle pas dit toute la vérité au moment... Probablement qu'il y a de ça, mais je veux dire, c'est quand même pas... C'est comme on dit, ses enfants, c'est pas son bébé à elle. C'est pas son dossier, c'est pas son affaire. Elle, quand elle a appris ça, là, c'est un poisson déjà complètement pourri qu'on sortait du frigo, là, puis qu'on y remettait à elle, dans son frigo à elle, puis là, elle a jamais voulu. Fait que je la comprends d'être frustrée pour ça, mais quand elle a fait son bilan, on dirait que moi, j'ai trouvé assez efficace. Puis tu dis, tout le ménage qu'elle a fait dans le transport en commun, moi, comme contribuable qui était écœuré de payer pour ses paniers percés, elle a quand même, dans la CAQ, là, c'est une ministre qui a été cohérente et qui a fait des choses. Par contre, là où si elle venait en politique un jour puis elle veut être chef, elle va devoir repenser sa façon de travailler en équipe. Moi, je suis pas témoin, là, je sais pas que c'est... Mais... Les députés et les ministres, la quantité qui déplorent son attitude puis qui disent on la voudrait jamais comme chef, il y a quelque chose. Là. Je veux dire, il y a une attitude, une façon d'être qui a déplu
à beaucoup, beaucoup, beaucoup de collègues. Est-ce qu'il y a là-dedans de la jalousie ou peu importe parce qu'elle prenait beaucoup de place? Je sais pas. Mais c'est clair que c'est pas fait juste des alliés. Et il a laissé des slogans forts aussi, gère ta fougère, faut être Ouais, docile. ouais. Non, mais c'est une communicatrice qu'on remarque et qu'on retient. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Simon Jolin Barrette, lui, a des appuis qui s'ajoutent dans son camp. Il y a eu Jonathan Julien en fin de semaine. Ben là, c'est au tour de Suzanne Roy d'appuyer ouvertement une éventuelle candidature de Simon Jolin Barrette dans la course à François Legault. L'ancienne ministre de la Famille souhaite qu'il fasse le saut parce que selon elle, c'est lui qui incarne véritablement la troisième voie. On sait toujours pas si Simon Jolin Barrette va y arriver. Là on entend deux camps se former. Simon Jolin Barrette, Christine Fréchette, tout le monde mesure un petit peu ses appuis. Les deux disent pas avoir pris leur décision, mais là, il y a un point où tu dis, il y a tellement de gens qui travaillent pour eux autres, qui donnent leur appui publiquement. Écoute, si jamais une de ces deux personnes-là devait dire finalement j'y vais pas, là, ça ferait patate, là, parce que ça semble être engagé. Là. C'est des engrenages qui semblent s'être engagés. Et il y a Sonia Lebel, selon mes informations, devrait avoir des nouvelles aujourd'hui. Elle avait dit qu'elle réfléchissait en fin de semaine. Et mes infos, c'est que ce serait confirmé, que Lebel est bien réfléchi en fin de semaine et qu'on devrait quelque part dans la journée d'aujourd'hui avoir le fruit de cette réflexion. Mais à partir du moment où ils veulent se présenter officiellement, est-ce qu'ils doivent tout de suite délaisser leur ministère? Ben, oui et non. Ça va venir vite, là, mais officiellement, les règles de la course sont même pas connues. Donc, officiellement, ils annoncent une intention, mais ils sont pas candidats officiellement. La course, je pense qu'on va connaître les règles de la course là, cette semaine, entre mercredi et vendredi, la deuxième moitié de la semaine. Là, quand on va connaître les règles de la course, la première chose qu'on va surveiller, c'est la date officielle du début de la course, où tu vas chercher ton formulaire pour te présenter, qui risque d'être peut-être la semaine prochaine ou l'autre. Là, à cette date-là, si tu deviens candidat officiellement, je pense qu'il faut que tu te retires de ton ministère. Mais le fait de juste mentionner une intention de te présenter, je pense pas que... Ben, ce sera... Puis l'autre chose, c'est que je pense pas que François Legault va faire ça en 8 fois, là, de dire, ah ben là, aujourd'hui, je remplace une. Puis là, il va faire ça en une fois, une espèce de mini-remaniement où il va... Ce qui va être à surveiller, c'est est-ce que François Legault va les remplacer par des ministres déjà en place, ou est-ce qu'il va faire... Moi, c'est ça que je ferais, parce que ce que tu fais monter, un député qui n'a jamais été ministre, tu le fais monter ministre pour un mois ou deux, là, juste pour un remplacement d'un candidat au leadership, mais que s'il est battu au leadership, revient dans son poste de... De toute façon, le nouveau chef va vouloir mettre son empreinte aussi sur le Conseil des ministres. Si j'étais François Legault, c'est sûr que tu vas surcharger des ministres, mais pour un mois, pour 2 mois... Mais tout ça est très court aussi, parce que même si c'est un mois ou deux, après ça, je suis là qu'il y a la campagne... Ouais, tout ça va débouler vite. On en apprend davantage sur le spectacle du Super Bowl. Ben, on savait déjà pour la mi-temps, Bad Bunny pour le 8 février. Maintenant, on sait qui va faire les célébrations juste avant le match. Pour célébrer le 60e anniversaire du Super Bowl, c'est Green Day qui va rendre hommage aux légendes, ceux qui ont contribué à façonner le sport à leur manière. Donc, il y a le spectacle de la mi-temps, mais il va y avoir un spectacle d'avant-match avec Green Day. Avec Green Day pour les 60 ans. Là, on se dit peut-être que Donald Trump ne sera pas super content parce qu'on s'entend que Green Day a pris des positions politiques. Là, entre autres, la chanson American Idiot, à un moment donné, ils avaient repris les paroles en disant « I'm not a part of MAGA agenda ». Ils avaient changé les paroles de cette chanson-là. Dans le fond, les deux... Et la mi-temps et l'avant-match, c'est des anti-Trump. Complètement. Puis qu'ils ont dénoncé ICE, ils ont pris des paroles. De toute façon, Green Day a été, dès le début des années 2000, très critique face, peu importe les dirigeants aux États-Unis. Trump va trouver que c'est une ligue de broche à foin. J'ai hâte de voir. On sait d'ailleurs que Charlie Puth sera là aussi pour l'hymne national. Il y a Brenda Carlile pour le America the Beautiful. On connaît donc chaque pièce du puzzle là, pour ces grandes célébrations du début du mois de février. Et Trump a peut-être raison, Charles-Antoine. C'est une ligue de broche à foin en fin de semaine. Ça lançait des interceptions, ça échappait le ballon. Jamais vu autant de revirements dans une fin de semaine de finale. D'ailleurs, les 4 formations perdantes sont celles qui ont commis le plus de revirements dans leurs matchs respectifs. 3, 4, 5. Ah non, ça a été vraiment tout croche. Si on se concentre sur la journée d'hier, le premier match, celui en Nouvelle-Angleterre, c'était pas un beau match de foot. Là. C'était croche. Terrible. Les ballons étaient échappés, les revirements, des... Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça par le fait qu'on a quand même beaucoup de jeunes corps arrière? Ouais. Une nouvelle génération, très, très jeune, qui performe, mais là, qui arrive sur des grands matchs et que là, c'est comme la pression se fait sentir? Il n'y a pas un élément qu'on peut isoler ou analyser en silo. Il y a assurément ça. Parce que si Matthew Stafford et les Rams ne gagnaient pas hier soir, en prolongation, c'était 4 corps arrière
correct quasiment sans plus. recru. Là, ouais. Alors que c'est une ligue de corps arrière, il y a ça. Il y a le fait que on voit l'avantage du terrain. En Nouvelle-Angleterre, là, c'était pas beau du tout. Hier, à Chicago, faisait moins 15 ressentis. Les joueurs des Rams de Los Angeles, je vous le répète... Les autres, ils ont pratiqué à chaleur toute la semaine. Ouais, ils ont mis du poivre de Cayenne dans leur bas. J'avais Oh. jamais entendu ça. Apparemment, ça active la circulation et ça donne une sensation de chaleur. Mais tu boives de Cayenne dans les bas, là. Il faisait Vraiment. froid hier à Chicago. Ça et le fait que, pour se rendre, ça te prend des grandes défensives et les groupes défensifs ont été très, très bons. Tu sais, si le premier match a été ordinaire, c'est aussi parce que les deux défenses étaient tellement solides. Donc, les Patriots accèdent à la finale de l'américaine de la même manière que dans les années Bill Belichick. Parce que Tom Brady n'était pas toujours bon en éliminatoire. Il était juste assez bon pour gagner. Exactement. Et il y avait un soutien défensif, des touchés défensifs. Ça a été ça, la recette face aux Texans. Mais il y a quand même 2 des 4 matchs qui sont allés en prolongation. Il y a 2 matchs qui n'ont pas été serrés, mais on avait vraiment pas intéressant. Ouais. Mais quand même 2 matchs sont allés en prolongation. Je pense que c'est jamais arrivé 2 fois en prolongation sur 2 sur 4. Là. Les Bills, là, tu sais, moi, je vous en ai déjà parlé, c'est l'équipe de mon papa qui a une malédiction. Il arrive toujours des scénarios pas possibles. Mais il est arrivé aussi... Encore une fois, l'aliénation des fans. On pourra peut-être s'en reparler plus en profondeur plus tard, là. Mais un ballon volé en prolongation à un receveur qui compte comme une interception, qui mène à la défaite des Bills en prolongation hier soir. Mais avec 2 autres... Les Bills ont perdu, les Broncos ont gagné sur 3 décisions d'arbitrage. À la limite, tu peux dire, regarde, si tu regardes le règlement à la lettre, chacune des décisions se défend, sauf que tu dis, OK, les Broncos, ils ont joué dans le match... Mais sur le jeu final, toute la séquence qui mène à leur victoire, les Broncos ont rien fait. Les arbitres ont fait avancer, ont changé le ballon de main, puis ils l'ont fait avancer 2 fois avec des pénalités. Ce qui est encore pire que ça, c'est que le fameux jeu, l'interception, le ballon est volé. Hier, il y a eu le même jeu dans le match des Rams, mais avec le résultat opposé. Mais là, ils disent que c'est pas identique. Là, il y a eu une demi-seconde de plus de contrôle. Mais je reviens à mon terme. Tu ne veux jamais t'aliéner tes partisans. Les partisans ne comprennent plus le règlement d'un attrapé. Parce que toutes les années, les Bills perdent par des matchs hyper serrés. À toutes les années, dans les 2 dernières minutes du match, il y a des décisions d'arbitrage qu'il faut que tu remontes dans l'interprétation du règlement. Puis c'est toujours contre les Bills. Mettons que t'as compris le samedi, là, après 8 reprises, 4 explications. Puis le dimanche, il arrive l'inverse. Là, tu fais, ta minute, là, qu'est-ce qu'on a fait hier? Pourquoi on a tout fait ça? Même si c'est un micro-fragment. Les partisans des Bills sont dégoûtés. Ce sera donc Patriots, Broncos d'un côté et Rams face aux Seahawks à Seattle, le Corridors. Ouais, et avec les Broncos... Sans corps arrière. Sans corps arrière. Un gars qui va jouer qu'on n'a jamais entendu parler de notre vie. Ça va être son 4e match en carrière, en tout cas. À suivre. Merci.